sommes de retour dans cette édition du 29 février 2024 du live de TV Finance. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, eh bien, il est l'heure d'ouvrir notre page écho avec notre invité, Monsieur Laurent Ferrara. Bonjour Laurent. Bonjour Louis-Antoine, Merci vous beaucoup. m'entendez bien? Oui. Oui, on vous entend très bien et je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau dans notre émission. Je rappelle à nos téléspectateurs, auditeurs que vous êtes professeur d'économie internationale à Schema Business School et avec nous, eh bien, de temps en temps et je l'espère de plus en plus régulièrement. Laurent, on va commencer votre intervention sur le dernier rapport en date du FMI, dernier rapport prospectif du FMI quant à l'orientation de la croissance mondiale globalement, ce qu'ils mettent en avant, c'est que la croissance économique devrait rester résiliente. Oui, tout à fait. Donc, le FMI a publié son rapport annuel, enfin une mise à jour de son rapport annuel fin janvier, où il faut un petit peu le tour de ce qui se passe dans l'économie mondiale et dans les perspectives. Et en effet, ce qui montre dans ce rapport, c'est que finalement, l'économie mondiale a été plus résiliente que prévu. Ils ont même revu légèrement à la hausse leur prévision de croissance sur l'année 2024 à 3,1, c'est-à-dire comme l'année 2023. Et puis, ils ont ajouté, en plus, l'année prochaine, 2024, on aura une légère amélioration, en principe, à 3,2%. Donc, globalement, on a une sorte de stabilité de l'économie mondiale. On n'avance pas très, très vite. Enfin, on avance, mais on n'accélère pas. C'est ça la principale différence. Alors qu'on s'attendait à peut-être des récessions. On entend parler de récession à droite à gauche. Bon, on va peut-être y revenir. Mais globalement, on s'en sort plutôt pas mal. Alors, pourquoi ? Parce que y a des effets d'abord d'offres et de demande. Des effets de demande où on a eu des dépenses privées un peu plus fortes que prévu, avec une baisse de l'inflation dans la plupart des pays, qui a redonné du pouvoir d'achat aux ménages. Et puis, il y a eu un soutien des politiques publiques, toujours présent pour le moment. Ça va peut-être changer dans les mois à venir. Et puis, du côté de l'offre, on a eu un petit ralentissement du côté des prix des matières premières, donc a donné un peu de souffle aux agents. Les taux d'emploi, les taux d'activité sont remontés. L'emploi reste toujours relativement bon dans la plupart des pays. Et puis, un point important, on a eu quand même une résolution des problèmes d'approvisionnement, les chaînes de valeur mondiales qui étaient pas mal embouteillées. On a un index que j'aime bien suivre, qui est un index qui est publié par la Fed de New York sur les pressions sur les chaînes de valeur globales. Et cet index nous dit qu'aujourd'hui, on est revenu à peu près à la moyenne de long terme. Donc, il n'y a pas d'écart par rapport à une moyenne historique. Donc, finalement, ça s'est un peu tassé. Donc, ça a redonné aussi un petit peu de mou du côté de l'offre, qui fait qu'au global, eh bien, la croissance mondiale s'est montrée plutôt résiliente sur les derniers mois. Voilà Laurent, est-ce qu'il y a des points quand même d'attention qu'il faut surveiller, qui pourraient impacter, qui pourraient remettre en question cette résilience, Oui, complètement. Il y a pas mal d'incertitudes qui continuent, notamment au niveau du commerce, avec les attaques en mer Rouge comme ça qui perturbent le commerce mondial en particulier, les aspects géopolitiques qui viennent un peu inférer la macroéconomie en ce moment. Et puis, il y a quand même des divergences dans ce scénario global. Et en particulier, il y a une zone qui est moins bien orientée que les autres, c'est la zone euro. La zone euro, et notamment si on la met en contraste par rapport aux États-Unis, là on voit un gap qui est en train de se creuser entre ce qui se passe aux États-Unis d'un côté, où on a une croissance relativement forte, on a une inflation qui est en train de chuter, la Fed qui est en train de gérer ce ralentissement relativement bien, et puis la zone euro, où, enfin l'Europe continentale, je vais inclure le Royaume-Uni là-dedans, où on a des chiffres de croissance qui sont à zéro quasiment. On est en Allemagne, on a eu des chiffres négatifs. En France, on a fait 2 fois 0. Au Royaume-Uni, on a eu des chiffres aussi négatifs. Donc, on est dans une limite de récession, en fait, si on se tient juste en ce qui concerne le PIB. On n'est pas complètement en récession parce que si on regarde l'emploi reste relativement bien élevé. Il se porte plutôt bien. C'est le cas en France. Je regardais hier encore l'emploi salarié privé. Il est étonnamment bon.
C'est le cas aussi en Allemagne, l'emploi se maintient. Donc, on n'est pas complètement dans un contexte récessionnaire. D'accord? Pour qu'il y ait vraiment une récession, chaque fois qu'il y a une récession, l'emploi chute de manière très, très marquée. Ce n'est pas le cas. Là, on a une croissance vraiment flat, à zéro, il n'y a rien qui se passe. L'emploi reste presque bizarrement assez élevé, mais voilà, donc c'est une zone qui est vraiment beaucoup plus négativement affectée quand on regarde la carte mondiale. Pourquoi? Parce qu'elle est exposée au choc énergétique, très, très clairement, exposée au choc énergétique, et ce choc d'offres auquel la BCE a répondu de manière assez agressive, remontant ses taux de manière forte, eh bien, on sait que c'est compliqué pour une banque centrale de réagir à les chocs d'offres. Une banque centrale, c'est bien réagir à les chocs de demande. Si l'inflation est due à une hausse de la demande, ça marche bien. Quand c'est un choc d'offres, c'est plus compliqué, ça marche moins bien. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va pénaliser la croissance. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et donc là, évidemment, ça pose des questions sur ce que va faire la BCE dans les mois à venir, et ce que va faire la Fed aussi en parallèle. Voilà. Juste avant de basculer sur effectivement la divergence de stratégie de politique monétaire et également de divergence de stratégie budgétaire, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui est un choc d'offre et un choc de demande? D'où viennent-ils pour qu'on puisse bien comprendre? Le choc d'offre, c'est typiquement ce qu'on a connu, c'est-à-dire un choc qui vient de l'extérieur, qui est dû à une hausse des prix de manière exogène. C'est typiquement les chocs énergétiques, ce qu'on a connu dans les années 70, 74, 75, et puis en 1980 aussi. Donc là, on a eu deux grandes récessions créées par une hausse des prix énergétiques. Et bien, c'est exactement ce qui se passe ici. L'offre, c'est l'énergie dont on a besoin pour produire. D'un coup, on a un choc d'offre, les prix montent de manière inattendue. Okay, et donc, ce qui fait que l'économie doit s'ajuster et les prix montent. Quand c'est de la demande, c'est-à-dire c'est un peu plus vertueux, c'est-à-dire les ménages consomment, les entreprises investissent, donc on met l'économie un peu en surchauffe, et donc les prix montent à ce moment-là de manière un peu plus vite que normalement. Donc ça, c'est un choc de demande. C'est dû à une activité. Donc ça, c'est un peu plus vertueux. Et on sait gérer ça. On sait gérer dans ce cas-là. Ouais, les banques centrales remontent leur taux d'intérêt. Et comme vous l'avez dit, oui. Voilà. Et comme vous l'avez bien dit, la particularité de cette inflation, c'est qu'elle est issue à la fois d'un choc d'offre et d'un choc de demande. Et du coup, par la force des choses, c'est peut-être ça qui a fait que le discours des grands argentiers mondiaux il y a 2-3 ans était un peu teinté de prudence, voire un peu de naïveté pour certains, puisque tous ont dit que l'inflation allait être transitoire. Du coup, par la force des choses, Laurent, on va basculer donc effectivement sur la divergence des politiques monétaires de part et d'autre de l'Atlantique. Pour autant, les investisseurs semblent anticiper un pivot de la Fed et de la BCE cette année. Oui, alors du côté Fed, c'est assez clair à mon avis. C'est assez clair parce que la composante demande dans l'inflation, c'est-à-dire est très forte parce que si on se rappelle un petit peu l'histoire, donc quand Biden est arrivé, il a fait une relance budgétaire assez marquée dans une méthodologie assez keynésienne. Donc une relance, donc de l'argent aux ménages, de l'argent aussi aux entreprises pour investir, notamment pour anticiper pour gérer le changement climatique. Donc on a un investissement qui marche très bien aux États-Unis, très très fort, notamment l'investissement en structure manufacturière est incroyablement élevé. Incroyablement élevé. Donc, il y a une demande très, très forte. L'économie marche très bien. Et donc, finalement, on peut gérer ça. On peut gérer ça en baissant progressivement les taux d'intérêt et gérer cet atterrissage en douceur du côté des US. Donc, ça va arriver très prochainement. Alors, c'est toujours difficile. Ils sont toujours data-oriented, ils regardent les données, etc. Mais on sait que ça va arriver. Du côté de la BCE, c'est un boulot un peu plus compliqué pour Madame Lagarde parce que notre zone euro est exposée, elle, plus fortement à des chocs d'offres. Donc, c'est cet aspect énergétique, donc cette inflation importée. Et ce n'est pas en montant les taux d'intérêt qu'on va la faire baisser. On l'a vu, ça mettait du temps à baisser. Donc, là, la BCE fait face à ce dilemme entre, d'un côté, une inflation élevée sur laquelle elle n'a pas trop de prise, malheureusement, et puis, de l'autre côté, cette croissance qui chute,
qui est en train de baisser, la consommation des ménages a chuté, l'investissement est aussi en train de chuter. Je regardais les prévisions de la BCE, alors les dernières en date, c'est celle du mois de décembre. La BCE a révisé ses prévisions d'investissement quasiment à zéro. D'accord? Donc, ça veut dire que pour l'année 2024, je parle. Donc, ça veut dire qu'elle se rend bien compte que ce qu'elle est en train de faire, eh bien, ça ne va pas inciter les agents à investir, les entreprises à investir et les ménages à consommer. Donc là, elle est prise entre deux feux et c'est un peu difficile d'anticiper ce qui va se passer. Mais je pense qu'au vu de cette croissance qui est vraiment en train de s'affaiblir, hein, si jamais l'emploi lâche, qu'on bascule en récession, là, je pense que la BCE va vite commencer à réajuster ses taux à la baisse, mais a priori, elle devrait le faire après la Fed, ce qui devrait donner dans un petit moment de marge comme ça un petit peu d'air à l'euro aussi, qui est en train de souffrir pas mal par rapport au dollar. Qui est en train de souffrir, effectivement. Les marchés financiers sont passés en début d'année d'une baisse de 150 points de base des taux directeurs des taux directeurs de la BCE à 90 récemment. Laurent, il y a une variable, il y a un facteur dont vous nous avez parlé au début de votre intervention, qui est les politiques budgétaires, l'interventionnisme étatique. D'après ce que vous nous dites, alors dans le rapport du FMI, le FMI dit que normalement les aides budgétaires, les aides étatiques devraient être réduites. Mais quand à la fois vous nous dites qu'en Europe, eh bien l'investissement et notamment des entreprises devraient ralentir, on dit que c'est l'État qui va prendre le relais quand même malgré tout. Du coup, eh bien les dépenses publiques vont peut-être continuer à croître. Aux États-Unis, on se rend compte que le budget, on suit tous très attentivement ce mélodrame autour de l'éventuel shutdown, dont on parle maintenant quasiment toutes les 3 semaines. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on n'a pas l'impression eh bien, qu'on aille dans une direction où les dépenses publiques seraient revues à la baisse. Du coup, par la force des choses, est-ce que, et puis avec la probable élection de Trump en novembre prochain, lui, America's First, va évidemment plomber ce déficit. Du coup, par la force des choses, est-ce que on voit un risque en droit de ce déficit public et in fine sur les coûts d'emprunt des États? Okay. Je vous ai un peu petit perdu dans votre question, mais je vois bien où vous voulez en venir. Alors, c'est vrai que Biden là, est parti dans un programme super keynésien en dépensant l'argent public pour soutenir l'activité. La dette américaine est à peu près à 120 en pourcentage 120% exprimé en pourcentage de PIB, la dette publique fédérale. Hein. Après, on rajoute toutes les autres dettes des États et des localités municipales. Alors, c'est vrai que pour l'instant, ça bénéficie, la croissance américaine. Le différentiel de croissance est très marqué et en grande partie dû à ce différentiel de politique publique. Du côté de la France, dans l'euro, alors on a vu récemment, du côté de la France, M. Le Maire a annoncé une réduction de 10 milliards des dépenses publiques. Alors, bon, je comprends quelque part que c'est la fin du quoi qu'il en coûte. On a pas mal dépensé au moment où il fallait d'ailleurs, Covid, et puis après, on a soutenu l'activité. Donc, on peut se poser des questions maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le problème, c'est que l'activité est en train de baisser. Donc, si on enlève le moteur des dépenses publiques à ce moment précis, c'est pas forcément une bonne idée. C'est un peu une politique économique qu'on appelle procyclique. On va accentuer le cycle. Si on retire de l'argent public au moment où on est en train de ralentir, ça va accentuer le ralentissement. Alors qu'en principe, si on croit en la théorie Macron, on devrait avoir des politiques contracycliques. C'est-à-dire, lorsqu'on est en train de ralentir, on devrait maintenir au moins les dépenses publiques. Donc là, le timing est un peu étonnant. Alors, je comprends, on s'inquiète des dettes publiques, mais en même temps, c'est vrai qu'on n'est pas exactement dans le même contexte de part et d'autre de l'Atlantique. La dette américaine est toujours extrêmement demandée.
Hein, c'est l'actif de référence, un actif sûr, liquide, et dont les régulateurs demandent d'en avoir une bonne partie dans les portefeuilles. Donc, il y a une très forte demande de dette américaine. Donc, quelque part, du côté américain, je dirais, ils peuvent continuer à s'endetter. Il y aura toujours des acheteurs de dette. Le shutdown, c'est toujours un épiphénomène. Hein, depuis que je suis les États-Unis, on en parle, puis finalement, on arrive toujours à trouver un accord. Donc, il y a un zoo qui ferme, un musée qui ferme, et puis rapidement, on arrive à trouver un accord. Donc, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Du côté de la zone euro, alors c'est un peu plus compliqué, hein, le policy mix en zone euro, c'est moins évident, mais je trouve qu'aujourd'hui, le timing est pas favorable si on veut ralentir les dépenses publiques. C'est pas exactement le bon moment, je dirais. Voilà. Hein, il faudrait continuer. Voilà, le policy mix n'est pas favorable. Et on est à la limite de la récession. Hein, on est à la limite. Il ne faudrait pas qu'on bascule complètement dans cet épisode récessionnaire. Et voilà. Et là, il y a en effet un rôle à jouer pour les politiques publiques. Pour les politiques publiques, Laurent, il y a alors un événement, enfin que je dirais un fait géopolitique assez récurrent que tout le monde observe, c'est la guerre technologique que se livrent actuellement la Chine et les États-Unis. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la croissance mondiale selon vous, et comment ça pourrait évoluer? Alors là aussi, sur cette guerre froide, nouvelle guerre froide 2.0 entre d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la Chine, à mon avis, là aussi, il y a beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Parce que les deux pays ont besoin l'un de l'autre. La Chine, en ce moment, est en surcapacité. Elle est en surcapacité, elle produit. La Chine, c'est le seul pays qui a connu, au moment où tous les autres pays étaient en train d'avoir une inflation qui a accéléré, la Chine était dans une période désinflationniste. Donc, l'inflation chinoise est en train de baisser. Donc, c'est pas du tout un bon signe. Dans cette période-là, c'est pas du tout un bon signe. C'est-à-dire que la Chine est en surcapacité. Il y a plus de production que de demande interne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine a besoin du reste du monde pour exporter ses surcapacités. À qui elle peut le faire? Elle le fait. Elle exporte vers les États-Unis, elle exporte vers la zone euro. Et surtout vers les États-Unis en vérité. Donc ça veut dire que la Chine a besoin aussi des États-Unis. Donc cette guerre-là, ce bruit entre les deux, c'est du bruit à mon avis. Puis à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ont besoin l'un de l'autre. En fait, hein. En particulier, la Chine a besoin. La Chine ne peut pas. On parlait à un moment donné de cette idée d'avoir un pôle émergent autour de la Chine, sino-centré, avec l'Inde, de grands pays émergents, le Brésil, etc. Mais il n'y a aucun autre pays émergent qui est capable d'absorber les excédents chinois. D'accord? Donc, c'est complètement, à mon avis, illusoire d'avoir cette idée de fragmentation avec deux pôles d'un côté, un aligné sur la Chine, un aligné sur les US, parce que la Chine a besoin des US et de la zone euro pour exporter ses surcapacités, hein, ses voitures électriques, ses panneaux solaires, etc., etc. Donc, cette guerre froide 2.0, c'est pour moi un épiphénomène. Un épiphénomène, c'est effectivement, comme vous le dites, hein, et puis même quand on regarde les flux de matières premières, les flux de marchandises, on se rend compte qu'il y a effectivement des allers-retours conséquents entre la Chine et les États-Unis. Il y a une nouvelle là, qu'on a vue il y a à peu près un mois qui est tombée, et qui est assez extrêmement intéressante, qui concerne la Chine, qui reste en plein marasme économique, hein, mais qui, c'est un article dans les Échos qui a été publié il y a à peu près un mois, qui nous apprend que la Chine a pris la tête du sprint mondial de la robotisation des usines. Donc ça veut dire que les autorités chinoises ont bien conscience que de toute façon la situation actuelle ne va pas perdurer, et que les grands marchés auxquels ils adressent leurs produits et services vont de nouveau s'ouvrir à eux. En réalité, il n'y a pas de réel doute, en fait, c'est ce que vous nous dites. Oui, pour l'instant, l'équilibre est comme ça. Je ne vois pas cet équilibre changer à moyen terme. Hein. Ça va rester pour le moment. Hein, c'est aussi relié au sujet de la dédollarisation, du fait qu'on utilise moins le dollar. Mais bon,
Pour l'instant, on en parle beaucoup, il y a des évidences anecdotiques, mais on ne voit rien vraiment dans les chiffres. Et alors, c'est marrant que vous parliez de cette robotisation de la Chine, parce que pour moi, la Chine est en train de se japonifier quelque part. La Chine est en train aujourd'hui de connaître un petit peu ce qu'a connu le Japon dans les années 80, 90. Et à ce moment-là, le Japon, qui était devenu un pays extrêmement vieillissant, a commencé à se robotiser, à s'automatiser, etc., de plus en plus. Et c'est la Chine est en train de le faire en ce moment, donc sur plein de critères. Donc celui-là, ça me fait penser à cette comparaison, mais sur tout un tas de critères de crise, de vieillissement de population, on a l'impression que la Chine est en train un petit peu de se japonifier sur différents aspects. Mais voilà, globalement, vous avez raison, cet équilibre qui existe, cette idée de continuer à faire de la croissance via les exports, c'est toujours le moteur de la croissance chinoise, en fait. Ils ont voulu rééquilibrer pendant un moment leur croissance vers de la demande interne, d'avoir des ménages qui consomment, des entreprises productives qui investissent, mais petit à petit, ils sont revenus et ils sont repartis plein pot, je pense, sur ce modèle basé sur une croissance autour des exportations. Sur une croissance autour des exportations. Laurent Ferrara, juste avant de nous quitter, vous êtes un expert de la prospective macro. Globalement, si on retient ce que vous nous dites, c'est que 2024 devrait être un exercice assez positif, du coup, pas à force des choses. Oui, soyons un peu positifs. Voilà, on a été trop négatifs. Et dès qu'il y a des petites bonnes nouvelles, profitons-en. Tiens, voilà, bonne idée. Merci beaucoup, Laurent Ferrara, pour votre optimisme et pour ces bonnes nouvelles. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie internationale à Schema Business School et que c'est un plaisir, Laurent, d'être avec vous et de vous écouter régulièrement. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt sur TV Finance.